Aujourd'hui, dans notre série Terroir Gourmand, nous partons dans la Brenne découvrir deux produits typiques, la carpe et le Pouligny Saint-Pierre. Laurent, Séverine et Thierry nous accueilleront dans leur ferme pour la fabrication de ce fromage de chèvre à la forme pyramidale si caractéristique. Sur ce territoire jalonné d'étangs, nous assisterons à la traditionnelle pêche à la carpe avec Julien. Je vous laisse en compagnie de ceux qui font perdurer ces bons produits et je vous retrouve juste après pour les cuisiner. A tout de suite. Appelée pays des mille étangs, la Brenne est composée d'une véritable mosaïque de paysages où s'entremêlent eaux, bois, landes et prairies. Ce sont les moines qui, dès le Moyen-Âge, ont façonné ce territoire, transformant les marécages et les zones humides en réservoirs incroyables de pêche et de biodiversité. Située au cœur du Berry, la Brenne posséderait en fait plus de 3000 étangs où sont pêchés plus de 800 tonnes de poissons par an. Parmi eux, la carpe miroir, élevée par les moines pour sa chair blanche et qui faisait autrefois partie des festins des tables des rois. Aujourd'hui, 7 pisciculteurs élèvent ce poisson en Brenne, dont Julien Darot, 4e de sa génération. Autre produit typique, le Pouligny Saint-Pierre est un fromage fabriqué à partir de lait cru de chèvre. Ce fromage pyramidal à la fine croûte naturellement bleutée constitue la plus petite zone d'appellation caprine française, mais aussi la plus ancienne, puisqu'il a obtenu l'AOC en 1972. Ici, historiquement, les fermières ont toujours eu un troupeau de chèvres à côté des vaches et des champs de céréales. Fabriqué depuis le XVIIIe siècle autour de la commune de Pouligny-Saint-Pierre, le fromage de chèvre éponyme est produit aujourd'hui par 7 producteurs fermiers et 2 laiteries. À la ferme des Cabrioles, Séverine, Thierry et Laurent élèvent depuis 2004 un troupeau d'environ 130 chèvres de race alpine et saanen, comme le veut l'AOC. De mars à octobre, les chèvres pâturent dans les champs. Et quand arrivent les premières fraîcheurs, elles sont nourries dans la chèvrerie. Là, on est en période dite hivernale, c'est-à-dire qu'en fait, là, les chèvres ne sortent plus au pâturage. Elles mangent du foin, on leur met 3 fois du foin par jour, des foins à base de légumineuses de préférence. L'ensemble des aliments que nous donnons à nos chèvres sont tracés, on sait d'où ça vient. Donc que des aliments entiers, du maïs, du triticale et du tourteau de colza. Et puis après, sur la période plus printanière, eh bien, on les sort au pâturage toute la journée. Après la traite du matin, elles vont dehors. On les rentre pour faire la traite du soir et on les ressort après la traite du soir jusqu'à la tombée de la nuit. Si l'élevage de ces chèvres rustiques est relativement simple, le cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée est très exigeant. 70% de ce que mangent les chèvres doivent provenir de la zone autour de Pouligny-Saint-Pierre et être garantis sans OGM. Et comme c'est l'alimentation du troupeau qui va donner la typicité et le goût au fromage, Laurent et Thierry y sont très vigilants. Au sein de leur élevage, les 2 cousins ont des naissances 2 fois par an. En fait, on a 2 périodes de mise bas parce qu'on gère un peu notre troupeau en 2 lots pour avoir du lait toute l'année. On garde des petites dessus, donc les chevrettes qu'on a besoin pour le renouvellement. Donc pendant 2 mois, ces chevrettes vont être alimentées à base de lait. Et les premières buvées qu'elles ont, c'est à partir du lait de leur mère. Donc on traite leur mère à la main et on leur donne au biberon pour qu'elles aient le colostrum de leur mère. Donc le colostrum, c'est le premier lait de la mère. Qui contient beaucoup d'anticorps et qui permet aux animaux de faire leur immunité. Donc c'est du lait qu'on ne peut pas transformer en fromage. Laurent porte une attention particulière à ses chevrettes dont il contrôle régulièrement l'alimentation et le poids. Tout comme Julien Darot, pisciculteur, surveille de près les étangs dans lesquels il élève des carpes, des tanches, des gardons et d'autres poissons d'eau douce. Ce sont les moines qui ont créé ces étangs au Moyen-Âge, dans le but de nourrir la population. Et donc effectivement, ce sont les premiers à avoir élevé la carpe en Brenne.
Et on la trouve toujours ici, dans tous les étangs. Elle représente une majorité de notre production. Donc carpe, étanche essentiellement, voilà, c'est vraiment le poisson typique de la Brenne. Les moines ont inventé un ingénieux système encore utilisé aujourd'hui afin que tous les étangs communiquent les uns avec les autres. Cela permet de vider ou de remplir les étangs en fonction des pêches dont la saison s'étend d'octobre à fin janvier. Cet étang-là vient d'être pêché. Donc maintenant, nous sommes en train de le remplir. Donc on repart sur cet étang sur un cycle d'1 an, sur un nouveau cycle. Donc il va mettre à peu près 2 à 3 semaines pour se remplir. Et nous allons l'empoissonner. Donc l'empoissonner, c'est-à-dire qu'on va y mettre du petit poisson au mois de mars pour le faire grossir durant tout le printemps et tout l'été. Durant cette période printanière et estivale, on nourrit le poisson de manière à ce qu'il grossisse. Et donc, ensuite, on repêchera cet étang au mois d'octobre, lorsque le poisson sera commercialisable. Le poisson se nourrit de ce qu'il trouve naturellement dans l'étang. Du plancton, des algues, du zooplancton. Julien y ajoute un complément à base de farine de céréales. Si la carpe est un poisson relativement volumineux, le jeune pisciculteur travaille sur de faibles densités, entre 150 et 300 kg de poisson à l'hectare. Il est important qu'il y ait différentes variétés, puisque chaque poisson a son rôle dans l'étang, son emplacement. On va avoir les carpes et les gardons qui, eux, vont plutôt fouiller le fond. Et ensuite, on aura les petits poissons, donc les gardons, qui, eux, vivent plutôt en surface. Donc c'est vraiment un équilibre au sein de l'étang qui se fait, quoi. Mais ce paisible écosystème est menacé par les cormorans, le principal prédateur qui décime une partie de l'élevage. Pour pallier cette menace, Julien a mis au point une cage refuge flottante dans laquelle le poisson peut se réfugier en cas d'attaque. Et le pisciculteur a également une autre technique un peu moins discrète. Alors là, je suis en train de mettre un canon sur cet étang qu'on pêche demain, parce que le niveau est très bas. Attention, et il y a beaucoup d'oiseaux qui viennent. Et donc l'objectif, c'est de faire fuir les oiseaux pour éviter qu'ils nous mangent ou qu'ils nous blessent du poisson. Oh la vache! Le cormoran est problématique, hein. Il est présent ici depuis 20 à 25 ans maintenant. Et donc on observe une baisse de production de 30% depuis que le cormoran est là. Donc ça nous pose vraiment beaucoup de problèmes puisque maintenant on manque de poissons. Je vais peut-être le ralentir un peu. Depuis une vingtaine d'années, les cormorans nichent toute l'année en Brenne et se multiplient rapidement. Ça marche. Ces grands oiseaux noirs mangent 500 grammes de poissons par jour et font beaucoup de mal à la carpe, espèce endémique de la Brenne. À la ferme des Cabrioles, les chèvres arrivent à l'étable pour la traite. Matin et soir, c'est Thierry qui s'en occupe. On commence à traire une chèvre quand la chèvre a eu un petit, puisqu'en fait la chèvre c'est un mammifère, donc tant qu'il n'y a pas de petits, il n'y a pas de lait. C'est le fait de donner naissance à des petits qui déclenche la sécrétion lactée. Donc si tout va bien, si la croissance est bonne pour les chevrettes, on peut espérer que la chevrette ait son premier petit à l'âge de 1 an. Donc c'est à partir de ce moment-là qu'on commence à les traire. Alors après, il est évident que le lait est forcément différent quand elles ont une alimentation dite humide, c'est-à-dire quand elles mangent de l'herbe fraîche qui est pleine d'eau, ou quand elles vont manger, comme en hiver en ce moment, du foin qui est de l'herbe qui a été séchée au soleil. On a enlevé l'eau. Donc du coup, la digestion est plus lente et en fait, c'est un peu différent, mais la qualité intrinsèque du lait n'a pas de conséquences. Le lait est ensuite envoyé en fromagerie. Il est emprésuré, ce qui va le solidifier. Il devient alors du caillé. Séverine va mouler le caillé à la louche sans le casser pour faire un fromage le plus lisse possible. Si tous les Pouligny Saint-Pierre sont fabriqués avec la même méthode, chaque ferme a son goût spécifique. Le lait, quand il sort de la mamelle, il est stérile, mais dès qu'il sort de la mamelle, il est donc contaminé par ces bactéries lactiques. Il y en a sur les mamelles de la chèvre, dans le foin, sur la litière, dans la salle de traite. Et voilà, c'est notre flore à nous, la flore de la ferme. Et c'est cette flore qui va donner le goût à notre fromage. À chaque ferme, sa diversité de bactéries et donc sa diversité de goût et sa spécificité. Une fois moulés, les fromages sont tassés, salés, puis retournés 2 fois successivement. Cela permet aux Pouligny de bien s'égoutter et d'éviter ainsi l'amertume ou les défauts de fromagerie. Une fois démoulés, ils sont salés sur les 4 faces.
Alors le salage, ça apporte du goût au fromage. Ça permet aussi d'évacuer de l'humidité du fromage. Ça favorise le croûtage. Un fromage qui n'est pas salé, c'est un fromage fade et qui n'est pas très goûtu. Les fromages restent entre 24 et 48 heures en salle de fabrication avant d'aller dans le halloir où ils s'affineront pendant environ 6 jours. Le Pouligny-Saint-Pierre fermier va devenir bleu à un moment après le stade géotrichum. On a d'abord une couverture crème, couleur crème. C'est une levure en fait qui est un géotrichum. Et le bleu, le pénicillium, va venir par-dessus cette croûte de géotrichum. Et le bleu, il est assez aléatoire, on va dire, dans une fromagerie fermière. Parfois, il se développe très facilement, parfois un peu moins. Et du coup, on peut avoir des fromages plus ou moins bleus selon la période de l'année, selon la saison, selon les spores qui se promènent dans la fromagerie. Plus le fromage est bleu, plus il est affiné, son goût prononcé. À 11 jours, il est prêt à être commercialisé. Bonjour, qu'est-ce qu'il vous fallait? Deux Pouligny. Deux Pouligny? Oui. Avez-vous des durs? En ce moment. Il n'y en a plus? Non, il y en a plus. Bon ça, que c'est si bon avec du miel. Ah, ils sont bien faits, ceux-là. Hein. Oui. Commence à prendre le bleu, ceux-là. Commence à prendre du bleu, oui. En été, on en a manqué un petit peu. Ils étaient moins bleus. Ils étaient moins bleus, ouais. Ça dépend des saisons. Là, en ce moment, ça commence à venir. Séverine, Thierry et Laurent ont choisi de faire de la vente à la ferme, ce qui leur permet d'avoir un lien direct avec le consommateur. Vente directe, ça veut dire retour direct, ça veut dire qu'on peut aussi ajuster notre production quand les gens les trouvent trop coulants ou trop secs. Du coup, nous, on va choisir dans le halloir les fromages qui leur correspondent le mieux. C'est un produit qui est fermier et on ne peut pas avoir un produit standard, identique toute l'année. Et du coup, les gens, quand on leur explique directement, ils le comprennent et puis on s'entend bien. À la ferme des Cabrioles, les rôles de chacun semblent bien répartis. Thierry et Laurent à l'élevage, Séverine à la fromagerie. Mais chacun maîtrise parfaitement l'ensemble de la chaîne, ce qui leur permet de se dégager du temps libre. Non, mais les fromages comme ça, comme on est 3 associés, un week-end peut se faire à 2 ou tout seul. C'est-à-dire qu'il y a toujours un associé ou 2 associés qui peut s'absenter les week-ends. Donc on arrive à s'organiser. En tous les cas, ça fait partie de nos objectifs. Et pour nous 3, c'est important de se dégager du temps, de voir grandir nos enfants, d'avoir du temps pour la famille, pour faire autre chose. À quelques kilomètres de là, le travail de pêche a commencé pour Julien Darro. Le pisciculteur a vidé en partie ses étangs et peut commencer à rassembler les poissons dans les filets. Un savoir-faire qui s'est transmis de génération en génération dans la famille de Julien. Moi, je suis la 4e génération de pisciculteurs. La pisciculture couturier a été créée par mon arrière-grand-père. Ensuite, son fils, mon grand-père, a donc repris le flambeau, et mon père, et ensuite moi. Alors moi, j'étais pas du tout dans ce milieu-là, hein. À la base, j'étais dans l'œnologie. Mon père, approchant la retraite et étant fils unique, j'ai voulu me lancer dans la pisciculture parce que je voulais absolument pas que la pisciculture couturier sorte de la famille, si je puis dire. Donc j'ai tenté le coup il y a 10 ans, et maintenant je suis toujours là. Et j'en suis ravi. Et les jours de pêche comme celui-ci, son père vient encore lui prêter main forte. Les carpes représentent 60% des prises, les gardons, tanches et petits poissons 30%, les 10% restants étant des carnassiers. Les carpes sont pêchées en premier à l'aide de filets à grosses mailles, laissant passer les petits poissons. Tout le poisson est regroupé dans l'endroit le plus creux de l'étang, devant la bande, donc c'est ce qu'on appelle la poêle. Et on va passer un filet tout autour de cette poêle, et on va ensuite le serrer de manière à ramener tous les gros poissons à l'endroit de la pêche. Donc on a un pêcheur dans le filet qui pêche ce poisson avec ce qu'on appelle une filanche. C'est vraiment spécifique à la Brenne, hein. C'est un genre de grosse épuisette, donc, grâce à lequel on pêche la carpe. Au Moyen-Âge, les moines utilisaient déjà cette technique. Cette pêche ancestrale 100% Brenne attire toujours les curieux qui, au détour d'une balade, s'arrêtent pour assister au spectacle. Les carpes pêchées sont triées en fonction de leur taille et de leur poids. On trie les carpes de 1 à 3 kg, on les pousse en bout de table, et donc on fait sauter les petites carpes là, qui font moins d'1 kilo. Donc ça, c'est ce qu'on appelle du nourrin en fait, c'est les carpes qui ont 2 ans. Voilà. Et c'est avec ces poissons-là qu'on rempoissonnera les dents. La carpe miroir, c'est ce qu'on trouve ici en majorité en Brenne, hein. Donc une carpe avec seulement une rangée d'écailles sur le haut,
avec la ligne ici, avec très peu d'écailles sur le reste du corps. Là, on a une carpe de 2 kg à peu près. Hein. C'est un bon poids, quoi. Et cette carpe, généralement, lorsqu'elle est nourrie, c'est le cas ici, elle a une bosse sur la tête. Donc c'est une carpe qui va donner beaucoup de chair, quoi. Sur les 4000 nourrins, ces carpes de 2 ans qu'il a empoissonnés dans l'étang l'année dernière, Julien en récupère 50%, soit 2000 têtes de 2 kg. Après le tri, les poissons sont acheminés par camion vivier en pisciculture. Ils seront ensuite expédiés dans toute la France, et notamment en Alsace, qui compte les plus gros consommateurs de carpes. Mais Julien livre aussi en local. Je t'amène une tonne de carpe, Ouais, de 2 kg. Ouais. Bon, bah, c'est On bien. les met dans les le met 5, dans le bassin, là, ouais. D'accord. Cette entreprise artisanale transforme les carpes en filets frais ou fumés. L'initiative de Fishbrain, c'est une volonté des pouvoirs publics de la région et des pisciculteurs d'avoir un atelier pour essayer de donner une plus-value aux poissons de Brenne, à la production des poissons de Brenne et notamment la carpe, qui à l'époque était à 80% exportée en Allemagne et dirigée aussi vers l'Alsace où ils sont très consommateurs de carpe. Après avoir dégorgé dans les bassins pendant 48 heures, les carpes sont abattues, écaillées, filetées et passées au coupe-arrête qui permet d'éliminer plus de 90% des arêtes. Les filets sont ensuite salés pour une meilleure conservation, limiter les bactéries et ajuster la valeur gustative du produit. Enfin, les carpes sont fumées au bois de hêtre. Tout le monde connaît le saumon fumé, mais nous, on a développé la carpe fumée. Il faut bien régler le fumage parce qu'on donne un goût et une odeur de fumée, mais bon, de l'essence de la sure, parce qu'on fume avec du bois de hêtre, on peut fumer avec du chêne, on peut fumer, c'est une essence spéciale, le hêtre, et on donne un goût légèrement fumé pour que ce soit agréable à déguster, quoi. Utilisé depuis le IIe siècle avant Jésus-Christ, le fumage était à l'origine une méthode de conservation des aliments comme le salage ou le séchage. De nos jours, il sert davantage à aromatiser et colorer le poisson tout en sublimant sa saveur. Chez nous, en France, on mange du poisson moins fumé que dans les pays nordiques. Il faut s'adapter, il faut contrôler le fumage, contrôler la température, contrôler l'hygrométrie. C'est tout un process pour chaque poisson que l'on fume. La carpe fumée à 40 degrés pendant 4 à 5 heures, avec une sure 100% naturelle, fait désormais partie des spécialités locales. Côté fromage aussi, la région est plutôt bien lotie. Laurent livre justement ses Pouligny Saint-Pierre à la Maison du Fromage chez un fin connaisseur qui n'est autre que Jean-Pierre Darot, le père de Julien, notre pisciculteur. Pouligny, on le coupe toujours en hauteur. Hein. On ne coupe surtout pas le Pouligny à l'horizontale. Ce serait un sacrilège. Là, on a une super coupe parce qu'on a une pâte lisse, c'est pas granuleux. Il n'y a pas de trou de moulage, voilà, le fromage est bien compact. Il a combien de temps d'affinage, là? Là, il a 11 jours. 11 jours. Il est assez crémeux. Il est moins sec que les autres, je pense. Après, comme il est un peu plus jeune, il est moins sec. Il est Mais plus bon, frais. ça vient de la durée d'affinage. Hein. Ça sèche moins vite, je pense, que les fromages plus petits, comme le crottin qui s'affine. Il s'affine différemment suivant la forme. La forme et la taille jouent beaucoup. Hein. Oui. Jean-Pierre Darot a créé cette maison avec l'aide de la mairie et de la communauté de communes. Il propose ici les Pouligny des différents producteurs, concentrés sur une toute petite surface. Le Pouligny Saint-Pierre est en effet la plus petite AOP de France. Le goût déjà varie un petit peu suivant les producteurs pour le même fromage. Chaque fromage a un peu sa particularité. Donc le Pouligny, déjà, il est salé au sel blanc. Donc la moisissure qui se développe dessus va être différente que si c'était salé au sel cendré. Chaque ferme aussi a ses habitudes. On a des Pouligny qui peuvent être plutôt blancs et d'autres qui peuvent être plutôt bleus. Donc nous, par exemple, on a un fromage qui reste plutôt blanc et qui bleuit seulement avec le temps, hein, c'est-à-dire au bout de 20 à 30 jours. On a des collègues qui ont une moisissure qui vient plus vite et donc qui ont des fromages plutôt plus bleus. Chaque condition d'élevage et surtout condition de fromagerie, hein, l'ambiance qu'il y a, le savoir-faire de chaque producteur qui va jouer un peu sur la couverture différente. Sa pâte crémeuse et son centre crayeux viennent de son aspect pyramidal qui lui permet de sécher lentement et de garder son moelleux longtemps. La forme du Pouligny vient de la forme du clocher de l'église du village. C'est ce qu'on dit après. Bon, c'est ce qu'on dit. Moi, je trouve que l'église, elle est un peu pointue. Hein. Donc, au départ, le Valençay, il paraît que c'était une pyramide, comme le Pouligny. Et en fait, c'est Talleyrand qui a invité Napoléon à son retour d'Égypte
Et pour ne pas lui rappeler ses défaites en Égypte, il a tronqué la pyramide, d'où la forme du balancé. Aujourd'hui, la production de Pouligny-Saint-Pierre avoisine les 300 tonnes annuelles, dont plus de 40% en fermier. Ce fromage figure également à la carte de la Maison du Parc, qui propose différentes spécialités de la région, dont les frites de carpe. Donc je prends mon filet de carpe qui est désarrêté, et à cette saison, en fait, on nous donne vraiment des beaux filets, puisque c'est la saison des pêches d'étang. Et donc là, il n'y a pas de problème, on est bien approvisionné. Après avoir coupé la carpe en morceaux, Jacques y ajoute sel et poivre et son ingrédient miracle, la bière. Alors la bière va me servir après, quand je vais les rouler dans la farine. Étant donné qu'il y a de la bière, on aura l'impression que c'est un beignet. Les frites de carpe sont ensuite roulées dans la farine, puis plongées dans la friteuse. La frite de carpe, c'est quelque chose qui se mangeait déjà en Alsace, une région où on consomme énormément de carpe. Ici en Brenne, la carpe, c'était simplement la carpe farcie. On ne faisait pas du tout ce genre de recette. Alors moi, quand on a ouvert ici il y a 23 ans, on voulait essayer de lancer des produits locaux et donc d'essayer de faire consommer de la carpe aux touristes. Et la frite de carpe, c'est l'idéal, puisque ça se mange en fin de compte aussi bien à l'apéritif, avec un verre de blanc, et c'est très convivial, parce qu'on mange tous dans la même assiette. En Alsace, ils servent ça avec des frites de pommes de terre et la mayonnaise. Chez nous, on la met avec du fromage de chèvre très assaisonné, pour conjuguer les deux produits du terroir, le fromage de chèvre et la carpe. Et voilà. Depuis, plusieurs restaurants ont ajouté la frite de carpe à leur menu pour le plus grand plaisir des palais, des grands et des petits. Vous veux goûter? C'est délicieux, hein? À croustille. Moi, je mangeais pas la carpe sous cette forme-là autrefois. Je la mangeais farcie. Ça n'existe plus apparemment. C'est plus facile à faire ça que la carpe farcie. C'est très doux. La panure est très bonne, donc c'est très agréable à manger, vraiment. La carpe miroir et le Pouligny-Saint-Pierre, deux produits typiques de la Brenne qui contribuent au dynamisme de ce territoire. L'élevage de la carpe a traversé les siècles et aujourd'hui encore témoigne du savoir-faire des moines qui s'est transmis de génération en génération jusqu'à Julien Darrault. Le Pouligny-Saint-Pierre, quant à lui, a acquis ses lettres de noblesse depuis plusieurs décennies. Et ultime gage de fierté pour les producteurs comme Laurent, Séverine et Thierry, il est parfois surnommé la Tour Eiffel des chèvres. Aujourd'hui, je vais vous cuisiner une carpe farcie au Pouligny-Saint-Pierre, artichaut à la coriandre et au curcuma. Pour réaliser cette recette pour 4 personnes, il vous faudra une carpe de 1,5 kg environ, 100 g de pousses d'épinards, 300 g de champignons de Paris, une pièce de Pouligny-Saint-Pierre, 5 g de galanga en poudre, un œuf, 2 oignons, 1,2 kg de tomates, un oignon, 2 cuillères à café de graines de coriandre, 3 cuillères à soupe d'huile d'olive, sel et poivre du moulin, une demi-botte de coriandre, un brin de sarriette, 4 artichauts, un oignon, une cuillère à café de graines de coriandre, 20 g d'huile d'olive, une feuille de laurier, 10 centilitres de vin blanc, 2 g de curcuma en poudre. Demandez à votre poissonnier de vous préparer la carpe en enlevant l'arête centrale. Épluchez et ciselez finement l'oignon. Émincez les épinards préalablement lavés et égouttés. Pelez les champignons, coupez les pieds, puis les débitez en 4, 6 ou 8 selon la taille. Taillez le Pouligny-Saint-Pierre en fines tranches. Dans une poêle, chauffez un filet d'huile d'olive. Versez les épinards, salés, poivrés et remuez jusqu'à ce que les épinards soient ramollis, puis les égouttez sur du papier absorbant. Dans la même poêle, faire colorer les champignons avec un filet d'huile d'olive, puis ajouter l'oignon. Saler, poivrer et poursuivre la cuisson 3 minutes et égoutter sur du papier absorbant avec les épinards. Dans un bol, mixez grossièrement les champignons et les épinards, ajoutez l'œuf et le galanga. Rectifiez l'assaisonnement et mélangez. Posez le poisson sur le ventre, salez et poivrez l'intérieur de la carpe, puis la remplir de farce avec les morceaux de fromage. Placez tout au long de l'ouverture des pics en bois, puis fermez le poisson avec de la ficelle de cuisine en serrant bien.
Mettre la carpe au centre d'un plat creux allant au four. Détailler les tomates en 4 et les mixer avec les graines de coriandre, puis passer au chinois fin. Éplucher et émincer finement l'oignon. Répartir les oignons émincés autour de la carpe, verser le jus de tomate, parsemer de sarriette et de feuilles de coriandre. Cuire dans un four préchauffé à 180 degrés durant 30 minutes. Tournez les artichauts, découpez-les en 8 et retirez le foin. Afin d'éviter que les artichauts noircissent, il est impératif de les tremper dans de l'eau citronnée. Éplucher et hacher finement l'oignon. Dans une cocotte, faire chauffer l'huile d'olive, faire revenir les artichauts et les oignons, les graines de coriandre, 3 à 4 minutes sans coloration. Mouiller avec le vin blanc, faire réduire complètement, puis recouvrir à hauteur avec de l'eau. Ajouter enfin le laurier, salé, poivré, porter à ébullition. Réduire le feu, puis cuire 20 minutes à petit bouillon. Ajouter le curcuma au fond d'artichaut et mélanger. Placer la carpe sur un plat de service. Ôter la ficelle et les pics. Napper de 2 à 3 cuillères de jus de cuisson, entouré d'artichaut, puis parsemé de pousses et de fleurs. Pour moi, ce plat, c'est un vrai plat de partage, voilà, qu'on partage avec ses copains, avec sa famille. C'est un plat de fête, posé entier sur la table. Je vous souhaite une excellente dégustation et je vous dis à très vite.